Toi, tu penses quoi du monde qui font ça, des fraudes amoureuses? Forcément que c'est pas bien. Je peux pas me prononcer dessus. Ce jeune homme en blanc, c'est Mamadou Berthe, un Ivoirien installé à Montréal. Il est suspecté d'être au cœur d'un réseau d'arnaques amoureuses. Tu t'habilles pas à l'aubainerie, là. Tu t'habilles pas dans des magasins cheap, là. Tu sais, t'as des beaux vêtements, Louis Vuitton, Dior, tu sais, c'est vraiment luxueux, là. On le voit ici au volant d'une BMW, on le voit en voyage, oui, dans une piscine. Donc c'est quelqu'un qui avait une belle vie, oui, qui affichait son train de vie, mais qui officiellement n'avait aucun travail. Exactement. Donc d'où venait cet argent-là? Il n'était pas en mesure de me le dire. Donc, ce que j'ai vu dans ses comptes, ça venait clairement de la fraude, des différents types de fraudes qu'il faisait. C'est plate, Mamadou, tu sais, que tu me dises, regarde, moi, je sais pas trop, là, l'argent, c'est que moi, je les rencontre, ces madames-là, puis ils sont détruites. Fait que c'était important aussi pour moi de te rencontrer aujourd'hui pour te dire ça, pour... tu sais, tu joues avec la vie des gens, finalement. Est-ce que vous avez une idée du montant total d'argent qu'il aurait pu frauder ou récupérer auprès de victimes au Québec? C'est dur de quantifier parce que juste dans un compte, j'avais 20 victimes, dont mes 2 principales victimes. Mais les 18 autres, je ne sais pas combien ils ont perdu là-dedans. Là. C'est on peut imaginer que c'est des millions et des millions de dollars. Oui, on parle de millions, certains. Juste avec un individu et son réseau. Oui. En réalité, comme son compatriote Aboubacar Diallo à Trois-Rivières, Mamadou Berthe est bien plus qu'un simple brouteur. Lorsqu'on a perquisitionné le logement de M. Mamadou Berthe, on a trouvé différents documents avec des identités différentes, mais avec la photo de M. Berthe dessus. Chacune des identités ouvrait des comptes dans différentes institutions. Puis ensuite, l'argent se promenait dans des comptes. Fait que c'est comme une immense toile d'araignée. Puis j'ai découvert quelque chose de particulier, c'est qu'il était même dans l'exportation de véhicules volés. M. Berthe était l'expéditeur d'un container où est-ce qu'il y avait 2 véhicules volés au nom d'une compagnie qui appartient à un membre du crime organisé africain. Pourquoi qu'on est au port? En fait, c'est parce que ça représente un peu la diversité des fraudes qui sont opérées par le réseau de fraudeurs africains, dont les véhicules volés. Puis ça, je l'ai su parce que j'ai fait appel au service frontalier via Karine Caron, qui est ici avec moi. En même temps qu'on a vu une hausse des fraudes par hameçonnage, on a vu aussi un gros boom de vol de véhicules. Il y a des complices, donc des entreprises d'exportation de véhicules qui sont utilisées par les membres du crime organisé africain pour exporter les véhicules volés en Afrique. Dans certains dossiers, on voit qu'ils sont mis dans des entrepôts pour les mettre dans des conteneurs. Et rapidement, les conteneurs sont exportés en Afrique. On a des exportations notamment en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Nigeria. Cet analyste des services frontaliers a découvert que derrière ces dossiers d'arnaque amoureuse se cache en réalité un réseau aux activités beaucoup plus variées. De fil en aiguille, je me suis rendu compte que tous les dossiers étaient interreliés et qu'on était en présence d'une énorme organisation criminelle. C'est pas juste la fraude amoureuse, c'est pas juste la cybercriminalité. Il y a vraiment un gros volet de blanchiment d'argent, de vol de véhicules, de fraude d'identité. On voit aussi du trafic de stupéfiants. C'est pour ça aussi que nos homologues européens appellent cette organisation-là la mafia africaine. Et dans cette mafia, chacun a un rôle. Il y a les arnaqueurs de l'amour, comme Aboubacar Diallo et Mamadou Berthe. C'est eux qui vont créer de faux profils sur les réseaux sociaux. Il y en a d'autres qui vont fabriquer de faux documents et ouvrir des comptes bancaires. Et encore d'autres qui sont chargés de blanchir, de transférer une partie de leur argent et d'exporter des véhicules volés vers l'Afrique. L'un d'entre eux serait Guy Kwadjo Kwasi. Selon les services frontaliers, il est l'un des principaux relayeurs d'argent du crime organisé africain. On y va?
On est donc allé voir Monsieur Kouassi chez lui, dans la banlieue nord de Montréal. Monsieur Kouassi ? Oui, bonjour. On travaille à Radio-Canada, on est journaliste. On t'a dit que vous étiez l'un des complices de Mamadou Berthe. Je n'ai pas grand-chose à dire. Et vous, faites quoi comme travail? Moi, je suis un distributeur, je fais la distribution alimentaire. Alimentaire? Yeah. Parce que c'est indiqué dans les documents qu'on a que vous avez aidé Mamadou Berthe pour blanchir de l'argent. L'affaire en cours, je ne peux pas dire grand-chose dessus. D'accord. L'affaire est en cours? Ouais. Et vous n'avez pas été impliqué dans des vols de voitures? Non. Non? Ni dans le blanchiment d'argent? Nous nous sommes rendus à l'adresse du commerce dirigé par M. Kouassi. Mais devant ce hangar, des grilles fermées, des fenêtres obstruées et des voitures abandonnées. On a finalement découvert que c'est à l'intérieur de ce même bâtiment que des policiers ont déjà trouvé plusieurs véhicules volés qui s'apprêtaient à être expédiés. À quoi sert l'argent quand il est transféré ensuite en Afrique? De ce qu'on voit jusqu'à maintenant, c'est vraiment injecté à l'organisation criminelle en Afrique, qui aurait possiblement des liens avec le Hezbollah. Donc, ça pourrait possiblement financer des activités terroristes également. C'est en Côte d'Ivoire qu'on retrouve le berceau de cette branche du crime organisé africain qui sévit au Québec. C'est aussi ici, dans le port d'Abidjan, qu'arrivent régulièrement des conteneurs remplis de véhicules volés. On a demandé de l'aide à un journaliste local pour nous guider dans les coulisses de ce réseau criminel. Là, on est à Abidjan Sud, là où on trouve beaucoup de parcs auto. Et comme vous voyez là, les parcs auto où il n'y a pas trop de voitures neuves, etc., c'est là qu'on trouve vraiment des voitures suspectes, des voitures qui peuvent être des voitures volées qui viennent de pays, ça peut être le Canada, l'Europe ou ailleurs, et qui se retrouvent souvent dans ces parcs-là pour être vendues, quoi. On peut continuer sur l'autre boulevard là. Avec une caméra cachée, on a donc décidé de se faire passer pour de futurs acheteurs. On regarde. Ouais, d'accord. Et je demande un peu. Elle vient d'où? Canada, États-Unis, les deux côtés, on fait les deux côtés. Ah, elles sont apportées au port ici? Elles arrivent par bateau? Oui, elles arrivent par bateau, dans le conteneur, et puis on enlève le conteneur. Cet homme nous confirme que ces voitures viennent du Canada, mais il est incapable de nous garantir qu'elles sont arrivées légalement en Côte d'Ivoire. Et qui vous les envoie? Bon, mon patron, il ne sait pas son fournisseur, mais là, il ne sait pas. Il sait pas qui les envoie? Non, là, il ne sait pas. Ok. Mais on sent que nos questions dérangent, et le patron demande à son employé d'arrêter de nous parler. Elles sont jolies. On a donc poursuivi notre magasinage un peu plus loin. Bonjour. Bonjour. Il y a des voitures qui viennent du Canada? Oui. Mais on a souvent les Tixon et autres là, voilà. Mais il y a aussi beaucoup de voitures volées, non? Qui viennent... Oui, et les jeunes disaient ça. Les gens, surtout les gros cylindrés. Selon nos informations, c'est ici que des centaines de voitures volées au Canada ont déjà été expédiées. Comment ça passe et puis ça roule en ville alors que la... Non, mais il y a des autorités, non? D'autres sont dedans aussi. Et la douane laisse passer? Ah, ben laisse passer là, on ne peut pas savoir, parce que là, c'est plus fort que moi. Et laisse passer pourquoi? Avec un peu d'argent? Bon, par exemple, je suis un colonel de la douane. Ouais. Moi, je peux faire partie ce que je veux. On a donc voulu comprendre comment autant de véhicules canadiens et comment l'argent volé aux victimes québécoises arrive si facilement ici en Côte d'Ivoire. Dans les meilleurs délais, je vous fais un retour. Mais malgré plusieurs rencontres avec des dirigeants ivoiriens, toutes nos demandes d'entrevue sont restées sans réponse. Bonne journée, au revoir. Merci. Une représentante du gouvernement nous a finalement avoué que c'est notre enquête qui dérange l'état-major ivoirien. Je suis à Radio-Canada. Aborder la problématique spécifique du vol de voiture, c'est compliqué. Voilà. Parce que le sujet est un peu difficile en fait. Mais pourquoi le sujet est difficile? Vous arrivez dans un pays en disant que c'est un pays qui est impliqué dans un processus de vol de voiture. Déjà sur le postulat, vous voyez qu'on n'est pas forcément à l'aise. Mais on ne dit pas que le pays est impliqué. Des procédures en place pour atténuer le phénomène. Mais vous venez déjà pour enquêter ici sur cette question. Ça veut dire que d'une part ou d'une autre,
la Côte d'Ivoire est au cœur ou impliquée dans cette affaire en fait. Mais donc ça signifie que, quoi qu'il arrive, les autorités ivoiriennes refusent de commenter donc ce sujet-là, parce qu'il est sensible. Je pense qu'on peut terminer sur cette conclusion-là. Salut. Là-bas. Attends, regarde. Ouais, je le vois, je le vois. Ah oui, salut. Ok. Tu peux t'arrêter ici? Reste là. Moi j'y vais, avec Bakary. Ouais. Salut Alvin, Ouais, enchanté. Enchanté. Cet homme bien habillé est un spécialiste de l'arnaque amoureuse, un brouteur comme on les appelle en Côte d'Ivoire. Il se fait appeler Alvin et il nous a demandé de ne pas montrer son visage car ce qu'il veut nous raconter pourrait le faire arrêter. Je vais vous envoyer là où, dans le cybercafé où j'ai commencé le broutage. Quand on venait dans le cybercafé, vers 1h, 3h du matin, on s'enfermait dans le cybercafé, c'est-à-dire le gérant, il ferme le cybercafé et on est tous dedans. Et vous êtes combien? Plusieurs. Et ici, c'est là que j'ai commencé. Ah, ça va bien. Ah ouais. Salut mon gars. C'est en partie à partir de ce cybercafé que des Canadiens ont commencé tous les jours à se faire arnaquer par de faux profils sur les réseaux sociaux. Mais notre présence ne plaît pas aux gérants. Et je voulais juste te montrer où j'ai commencé à travailler. Si c'est possible. Ok. Et il y en a encore des petits brouteurs, des avortons de brouteurs qui sont dedans en train de s'amuser. Ils font quoi, tu penses, à l'intérieur? Ils essaient de se choper des clients. Maintenant, c'est, disons, que les brouteurs qui prennent beaucoup les choses au sérieux préfèrent faire des broutages chez eux à la maison, avec un ordinateur, avec sa connexion Internet à la maison. Comme ça, c'est moins de risque. Alvin nous offre un accès inédit et unique dans le monde de la cybercriminalité. Il a lui-même été un membre important d'un réseau criminel qui a fait de nombreuses victimes au Québec. Il y a un de mes potes ici, c'est un infographe, c'est lui qui fait des montages vidéo, des faux documents pour les brouteurs. Ah ouais? Oui, bien sûr, mais je ne sais pas s'il va accepter être dans le reportage parce que c'est un gros péril. Mais c'est le meilleur infographe, le meilleur monteur de faux documents de tout le quartier. Et lui, il fait des faux passeports, il fait des fausses pièces d'identité, des faux documents de terrain, tout ce qui est illégal. C'est grâce à ces contrefaçons professionnelles que ces criminels arrivent à tromper leurs victimes et à ouvrir plusieurs comptes bancaires au Québec. Attends. Et dans cette cour-là, on va taper à sa porte. Ok. C'est boss. Voilà, lui, c'est comme un frère pour moi. Vous faites quoi, vous, dans la vie avec, Je suis graphiste. Photographe, infographiste, tout ça. Il est très bon. Non, tu te débrouilles pas. Il est très bon. Donc, nous, on tourne un peu dans le quartier. Il n'y a pas de souci. Ouais. Je ne suis pas surpris de ces aspects novateurs de la délinquance. C'est une mafia qui est en train de se constituer. Et puis, ne vous étonnez pas, quand on parle du crime organisé, chaque entité ici a des connexions. Et il y a une mafia ivoirienne qui est en train de se mettre en place. C'est vrai, elle est jeune, mais ça fait peur. On se demande en 10 ans, qu'est-ce qu'elle va représenter? Ce criminologue est l'un des rares experts ivoiriens qui a accepté de commenter l'évolution de ces réseaux criminels qui prennent de plus en plus d'ampleur. Je fais l'historique même de la cybercriminalité. La Côte d'Ivoire était loin derrière le Nigeria. En Afrique de l'Ouest, le pays où il y avait plus de cybercriminalité, c'était les pays anglophones, le Nigeria, le Ghana. Mais aujourd'hui, en tant que pays francophone, la Côte d'Ivoire bat tout cela en matière d'arnaque sur le net. C'est démentiel. C'est démentiel. Ouais, c'est démentiel parce que, en un rien étant, les jeunes ici ont appris à maîtriser tous les contours et à damer même le pion, même à ceux qui leur ont appris la chose.
On va au terrain Béziers, là où il y a le fromager, où souvent on venait faire des sacrifices pour pouvoir envoûter soit des blancs ou soit des blanches, peu importe. Donc c'est l'arbre des sacrifices. Oui, c'est un arbre des sacrifices.